Nous sommes de retour pour couper à travers le bruit et vous dire ce qui a vraiment fait bouger les marchés cette semaine. Oubliez ce que vous avez entendu sur CNBC, Bloomberg ou ces podcasts financiers en vase clos. Ce n'est pas deux journalistes économiques qui discutent. Et non, nous n'interviewons pas un milliardaire de hedge fund. C'est tout autre chose. C'est un débrief brut, en temps réel, entre deux IA, toutes deux formées par un ancien gestionnaire de portefeuille institutionnel, qui décode ce qui a vraiment agité les marchés mondiaux. Les méga-capitalisations technologiques ont tiré Wall Street vers le haut, avec le Nasdaq en hausse de plus de 2%, propulsé par Amazon, Alphabet et Nvidia, tandis que le reste du marché peinait à suivre. La Fed a réduit ses taux de 25 points de base, mais a prévenu qu'une nouvelle baisse en décembre était loin d'être acquise. Maintenant, la volatilité. En Europe, l'inflation s'est rapprochée de la cible, offrant un peu d'air à la BCE, tandis que le Royaume-Uni a surpris avec un rebond du logement avant la décision clé de la Banque d'Angleterre. En Asie, le Nikkei japonais a bondi de plus de 6% grâce à l'espoir de nouvelles mesures de relance, alors que le yen reste à des niveaux d'intervention. Mais les signaux politiques flous et la confiance fragile en Chine ont freiné l'enthousiasme malgré la trêve commerciale temporaire avec les États-Unis. Avant de courir après la prochaine opportunité ou le prochain trade macro, faites une pause. Décortiquons ce que les données chuchotent, pas ce que les gros titres crient. Aimez, partagez et abonnez-vous si vous voulez de vraies analyses, pas des opinions recyclées. Et restez jusqu'à la fin, car nous révélerons les 5 principaux risques mondiaux qui pourraient surprendre les marchés la semaine prochaine. À ne surtout pas manquer. Bonjour et bienvenue fin octobre 2025 sur les marchés. Disons que c'était contrasté, hein. Pas mal de résultats d'entreprises, des surprises géopolitiques aussi, et puis les banques centrales qui, on dirait, ne savent plus trop sur quel pied danser. C'est ça. Et toujours cette image, assez frappante d'ailleurs, des méga capitalisations technologiques américaines qui continuent leur chemin, presque seules au monde, pendant que le reste du marché, lui, peine un peu plus. Absolument. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on essaie de décrypter un peu tout ça, voir ce qui s'est passé la semaine dernière sur les grandes places, États-Unis, Europe, Royaume-Uni inclus bien sûr, Japon et la Chine. Exactement. Et il y a eu du mouvement. La Fed américaine a bien baissé ses taux, mais son patron, Jérôme Powell, a été assez rapide pour dire attention, n'allez pas trop vite en besogne pour la suite. Hmm. En Europe, bon, la BCE, elle attend. L'inflation se calme un peu, ça aide. Le Japon, par contre, c'était l'euphorie, carrément, avec des espoirs de relance. Ah oui, on va y revenir. Et puis la Chine. Même avec une trêve commerciale signée avec Washington, la déception domine plutôt sur le plan intérieur. Donc oui, un paysage assez complexe, on va essayer d'y voir plus clair. Parfait, alors allons-y, commençons par les États-Unis. Les chiffres de la semaine. S&P 500 plus 0,71%, le Nasdaq qui bondit lui de 2,24% et le Dow Jones plus 0,75%. Clairement, la tech mène la danse. Ah ça oui. Nvidia qui atteint 5 000 milliards de dollars de valo, c'est juste incroyable. Amazon, Alphabet aussi, de très bons résultats qui ont été salués. Oui, c'est le point marquant, mais il faut faire attention quand même. La hausse est hyper concentrée. Parce que si on regarde Microsoft, Apple, Meta, bah, même avec des bons chiffres, leurs titres ont reculé. Ah oui, oui. Oui. Et surtout, le reste du marché, lui, ne suit pas vraiment. Les PME, la plupart des autres secteurs en dehors de la tech, ils sont un peu à la traîne. On parle de manque de largeur du marché. D'accord. Et ça pose toujours la question de la solidité de la tendance globale, vous voyez? Je vois. Et au milieu de tout ça, il y a la Fed, la Réserve fédérale. Baisse de taux de 0,25%, fourchette cible maintenant entre 3,75% et 4%. C'était attendu. Mais est-ce que c'est vraiment le début d'un grand assouplissement? C'est toute la question. Et la réponse de Powell a été assez directe. Non, une autre baisse en décembre, ce n'est pas une conclusion hâtive. Faut lire entre les lignes, hein. La Fed est partagée. Mhm. L'inflation ralentit certes, mais elle reste au-dessus de la cible. Et les derniers chiffres de l'emploi n'étaient pas fameux. Donc en gros, la Fed, elle attend, elle observe. Elle navigue un peu à vue. Et l'autre gros morceau de la semaine aux US, c'était cette trêve commerciale avec la Chine. Un accord d'1 an, c'est ça? Baisse des tarifs, reprise des échanges agricoles, terres rares. Oui, c'est ça. Les marchés ont eu l'air d'aimer, non? Au début du mois? Oui, une petite bouffée d'air frais à court terme, c'est sûr. Mais faut pas se leurrer non plus. Les tensions de fond, elles sont toujours là, entre Washington et Pékin.
Cet accord, il gèle des choses. Il ne résout rien sur le long terme. D'accord. D'ailleurs, la réaction sur les obligations a été plus mitigée. Les taux US ont grimpé après la Fed, le 10 ans est remonté à 4,09 Ah oui. et, fait intéressant, les obligations d'entreprises bien notées, l'investment grade, elles ont un peu souffert. Beaucoup de nouvelles émissions sur le marché et même le high yield, le plus risqué, a montré des signes de faiblesse en fin de semaine. Ok, donc si on résume, pour les États-Unis, l'IA porte toujours la tech, mais la Fed reste prudente et le rallye est très étroit. Ça pose question sur la durée, c'est bien ça? C'est une excellente synthèse, oui. La prudence reste de mise là-bas. Alors cap sur l'Europe maintenant. Zone euro et Royaume-Uni. Là, c'est plus partagé comme image. Le stock 600 européen perd 0,67%, le DAX allemand moins 1,16%, le CAC 40 à Paris moins 1,27%. Oui. Mais à l'inverse, Milan grimpe de 1,62% et Londres prend 0,74%. Et la BCM, la Banque Centrale Européenne, elle, n'a pas bougé. Taux maintenu pour la troisième fois. Elle confirme sa pause, tout à fait. Christine Lagarde a eu un discours très équilibré, je dirais. Elle constate que l'inflation ralentit, c'est vrai. Le chiffre global pour la zone euro est à 2,1%. On est très proche de la cible des 2%. Hmm. Mais elle insiste, attention aux risques extérieurs, la géopolitique notamment, et l'inflation sous-jacente, celle qui exclut énergie et alimentation, elle reste stable à 2,4%. C'est mieux, mais la BCE ne crie pas victoire trop tôt. On a eu aussi la croissance du T3 en zone euro, plus 0,2%, un peu mieux qu'attendu, c'est ça? Grâce à la France et l'Espagne, je crois. Oui, c'est un petit mieux, effectivement. Ça évite la stagnation. Et au Royaume-Uni, quelques signaux positifs sur l'immobilier, non? Les prix Nationwide qui remontent un peu, les prêts immobiliers aussi. Oui, quelques petites éclaircies sur l'immobilier britannique, c'est vrai. Ce qu'il faut retenir pour l'Europe, en gros, c'est que l'inflation qui baisse et la croissance qui tient, même faiblement, ça donne un peu d'air. D'accord. Mais la BCE le répète, tout dépendra des prochaines données économiques. L'incertitude mondiale pèse encore. On file au Japon. Là, pour le coup, c'était l'euphorie. Le Nikkei plus 6,31% sur la semaine, des plus hauts depuis des décennies. Le Topix aussi plus 1,91%, performance incroyable. Et pourtant, la Banque du Japon, la BOJ, elle n'a rien fait sur ces taux. C'est quoi le truc? Alors, le truc, c'est la com, en fait. La BOJ n'a pas touché au taux, c'est vrai, mais son gouverneur Ueda, il a surtout cherché à calmer les attentes d'un resserrement monétaire trop rapide. Comment ça boit? Il a un peu minimisé les derniers chiffres d'inflation, même s'ils étaient en hausse. Il a dit que le point clé, ce serait les prochaines négociations salariales au printemps. Et le marché a compris, OK, la BOJ va rester patiente plus longtemps qu'on pensait. D'accord. Donc la politique monétaire reste très très souple. Mais qu'est-ce qui a vraiment allumé la mèche en bourse? C'est surtout l'attente d'un nouveau plan de relance budgétaire du gouvernement. Ça a beaucoup plu. Les secteurs comme l'automobile, l'industrie, ils en ont profité à plein. C'est un peu classique au Japon, hein. Quand la banque centrale est limitée, on se tourne vers le budget pour stimuler. Ok, logique. Mais il y a un revers à la médaille. Le yen, il a continué de baisser, jusqu'à 154 pour un dollar. Ah oui, ça continue? Le ministère des Finances a même fait des déclarations, non, déjà, Oui. des avertissements verbaux. Pendant ce temps, l'inflation à Tokyo remonte à 2,8%, les ventes au détail rebondissent, le chômage reste stable. Donc pour le Japon, le message est double. D'un côté, un rallye boursier très fort alimenté par l'espoir de relance et la patience de la boji. Oui, Mais de l'autre, cette faiblesse du yen qui devient problématique. Ça augmente vraiment le risque d'une intervention des autorités sur le marché des changes pour le soutenir. C'est un facteur de volatilité à surveiller de près. très clair. On termine ce tour d'horizon en Chine, là c'est plus mitigé, voire négatif. Shanghai, plus 0,11%, le CSI 300, moins 0,43%, et Hong Kong, le Hang Seng qui lâche presque 1%, moins 0,97%. La trêve commerciale avec les US, ça n'a pas suffi, visiblement. Non, pas vraiment. L'effet positif de la trêve, moins de tarifs, reprise de certains échanges, a été un peu occulté par des nouvelles moins bonnes sur le front intérieur. Le point noir, ça a été le 4e plénium du Parti communiste. Ah oui, Le plan économique qui en est sorti a été jugé très décevant par les analystes. pourquoi? Il parlait de relancer la consommation, non? C'est pourtant ce qu'on attend. Oui, l'intention y est, c'est sûr, mais les mesures annoncées manquent de concret, comment dire. Pas de chiffres précis, pas de calendrier, c'est trop vague pour vraiment booster la croissance à court terme. D'accord.
Et ça remet sur le tapis le problème structurel de la Chine. La consommation des ménages, ça représente que 40% du PIB. C'est bien moins que dans les autres grandes économies. Tant que ce moteur-là ne redémarre pas franchement, c'est difficile de retrouver la confiance durablement. Bien noté pour la Chine. L'apaisement commercial, c'est une chose, mais les doutes sur la relance interne pèsent toujours. C'est une lecture très juste, oui. Les défis internes restent le sujet principal là-bas. Très bien. Bon, après ce tour du monde, regardons devant nous. La semaine qui vient, du 3 au 7 novembre. Aux États-Unis, il y a ce risque de shutdown, la paralysie budgétaire, si le Congrès ne s'accorde pas. Ça pourrait retarder des publications de chiffres. Oui, c'est un point important à avoir en tête. Mais si tout va bien, l'agenda est chargé. Les ISM manufacturiers et services, les ouvertures de postes JOLTS, l'emploi ADP, les commandes industrielles, la balance commerciale, la productivité, le chômage hebdo. Et surtout, vendredi, Papaka, le rapport officiel sur l'emploi non agricole, le fameux NFP. le gros morceau. Exactement. Et on aura aussi la confiance du consommateur de l'Université du Michigan et le crédit à la consommation. Une vraie avalanche de données potentiellement clés pour la Fed si elles sortent comme prévu. Ailleurs, le grand rendez-vous, c'est jeudi, décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux. Mhm. En Chine, on aura le PMI, Caixin manufacturier, dès lundi. Et vendredi, les chiffres du commerce extérieur d'octobre. Et puis pour l'Allemagne, la balance commerciale vendredi aussi. Donc le mot d'ordre pour la semaine, c'est clair. Retour des données macro au premier plan. Avec cette incertitude du shutdown US, les marchés vont chercher des indices. Exactement. Ils cherchent une direction un peu plus claire après les messages parfois un peu flous des dernières semaines. Dans ce contexte, quels sont les principaux risques à surveiller pour les investisseurs cette semaine? On en a listé 5, je crois. Oui, 5 points d'attention. Le premier, c'est directement lié à ce qu'on vient de dire. Le risque de perturbation des chiffres de l'emploi US. Pourquoi c'est critique? Parce que le marché du travail, c'est le baromètre de la Fed. Bien sûr. Si les chiffres sont en retard ou incomplets à cause du shutdown, ça crée un brouillard. Ça augmente l'incertitude et donc potentiellement la volatilité. Donc on surveille de très près le NFP de vendredi s'il sort. Deuxième risque, l'ambiguïté de la Fed elle-même. Le discours de Powell était prudent, mais il a laissé la porte ouverte à interprétation. Le danger, c'est quoi? C'est que d'autres membres de la Fed, plus faucons, Oui, tiennent des discours plus fermes. Ou alors que les données économiques, si elles sortent, soient bien meilleures que prévu. Et là, paf, le marché pourrait devoir revoir brutalement ses espoirs de baisse de taux. Donc attention au discours des banquiers centraux et aux minutes de la Fed. tout à fait. Troisième point, la confiance toujours fragile en Chine. La trêve commerciale, ok, c'est fait, mais le scepticisme reste grand sur la capacité de Pékin à vraiment relancer la machine rapidement et efficacement. Le risque de mauvais chiffres lundi sur le PMI Caixin ou une balance commerciale décevante vendredi, ça pourrait renforcer le pessimisme et ça pèserait sur les actifs chinois, mais aussi peut-être sur les matières premières. Quatrième risque, un peu plus diffus mais toujours là, le risque géopolitique. La trêve sino-américaine est fragile, on l'a dit. Le Moyen-Orient reste tendu. Un événement imprévu peut toujours arriver. Malheureusement, oui. Et ça pourrait secouer des marchés qui avaient peut-être un peu oublié ces risques ces derniers temps. L'actualité internationale, ça reste une source de turbulence possible. Et enfin, cinquième risque pour la semaine, l'incertitude autour de la Banque d'Angleterre jeudi. L'inflation britannique ralentit, oui, mais la croissance est fragile. Le risque, c'est que la BOE surprenne. Comment? Soit en maintenant ses taux alors qu'on attend plutôt une baisse, Ouais. soit en adoptant un ton beaucoup plus dur, plus faucon dans sa communication. Ça pourrait faire bouger la livre sterling et les actions britanniques. Voilà pour les 5 points de vigilance. Si on devait résumer en une phrase, début novembre, tous les yeux sont rivés sur les indicateurs économiques en espérant qu'ils sortent aux US. Et la Fed, elle, est clairement en mode attendre et voir. C'est ça. Et sur les marchés actions, la polarisation est de plus en plus nette. La tech US brille, mais le reste a du mal. Cette concentration extrême, plus les incertitudes monétaires, plus les risques géopolitiques, ça pourrait bien faire remonter un peu la volatilité. Absolument. Et ça nous amène à une question peut-être plus fondamentale pour finir, une réflexion pour aller un peu plus loin. Oui, une question qui dépasse l'actualité de la semaine. Quand on voit ces quelques géants de la tech qui aspirent tant de capitaux et la Chine qui peine à faire décoller sa demande intérieure, où va se nicher la prochaine grande source de croissance vraiment diversifiée pour l'économie mondiale? Bonne question. Voilà, une interrogation à méditer, je pense, en ce début de mois de novembre. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous.
Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.